Je n'avais pas 12 ans quand j'ai entendu pour la première fois une réaction populaire à un événement politique. De toute façon, il y a un jour où tous les hommes politiques sont d'accord. C'est le jour où il se vote une augmentation. Rien n'a vraiment changé. Ancien officier marinier de la Marine nationale, Serge Petit-Demange a toujours grandi dans le respect de l'honneur, de la patrie et du civisme. Aujourd'hui, le fondateur du mouvement Renaissance de la République française tire la sonnette d'alarme. Que sont devenues toutes nos valeurs morales? Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir de pouvoir vous interroger sur certains faits qui se passent en France et qui sont pour le moins scandaleux dans la plupart des temps. Juste une petite chose, je vois que vous avez un gant et juste à la main gauche, juste une petite question comme ça, pourquoi? Oh, très simple. Il y a 3 ans à peu près, j'ai été victime d'un accident. Oh, ce n'est nullement un signe revendicatif quelconque, politique ou autre. C'était tout simplement que j'ai froid à la main et que je porte un gant de polaire pour calmer ce froid. Mais ça s'arrête là. D'accord. Donc, on va développer certains sujets, qui pour la plupart sont des sujets qui fâchent. J'aurais souhaité que l'on parle un petit peu du fameux plan Kalergi. En quelques mots. Le plan Kalergi. Vous voulez dire Monsieur Richard Coudenhove-Kalergi? Par exemple. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai amené une petite chose. Là, je vais vous lire un petit peu ce dont il s'agit. Résumé, entendons-nous bien. Oui. Il dit, dans les années 20... les habitants des futurs États-Unis d'Europe ne seront plus les peuples d'origine du vieux continent, mais plutôt une sorte de sous-humanité bestiale, issue de mélanges raciaux, affirmant sans demi-mesure qu'il était nécessaire de croiser les peuples européens avec les Asiatiques et les Noirs pour créer un troupeau multiethnique, sans qualité spécifique et facile à dominer pour les élites au pouvoir. Ah oui. C'est du lourd, hein, oui. L'homme du futur sera de sang mêlé. La future race eurasiato-négroïde remplacera la multiplicité des peuples. Kalergi proclamera aussi qu'il faut abolir le droit à l'autodétermination des peuples et successivement éliminer les nations en utilisant les mouvements ethniques séparatistes ou l'immigration allogène de masse. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Ça nous rappelle peut-être certaines pages d'histoire, n'est-ce pas une sorte de répétition de l'histoire quelque part? Si vous voulez faire référence à M. Adolf Hitler, oui. Je pense que oui. J'en suis quasi certain d'ailleurs. Il y a un petit peu de ça, oui. Oui, il y a un petit peu beaucoup de cela, oui. Avec sa fameuse création, son désir de création de la race aryenne. D'accord. Et nous avons vu aussi sur pas mal de vos vidéos, depuis 5 ou 6 ans que vous mettez en place des vidéos sur YouTube. Peut-être sur l'une d'elles, des solutions peut-être à tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer et qu'on va rencontrer dans un avenir très proche. Oui, vous voulez parler d'une vidéo que j'ai faite en 2014 et qui a été remixée en 2016, qui parle justement, où je cite les 3, comment dirais-je, pas les solutions, mais les 3 actions à mener afin de toute façon, parce qu'il faudra passer par là, rétablir l'ordre républicain sur l'ensemble du territoire de la nation, dom-tom compris. Sans cela, on ne pourra rien faire. Si vous voulez, on peut en parler. Oui, d'accord, voilà. plus en détail. Donc. Plus en détail, oui. La première que nous préconisons, et je suis le porte-parole, mais je suis quand même pour beaucoup à l'origine, il faut le dire, c'est, comment dirais-je, il existe en France, à l'heure actuelle, en France et dans les dom-tom, recensés environ entre 117 et 120 quartiers dits de non-droit, où les pourvoyeurs de drogue, les dealers, comme on les appelle, font la loi, là où l'argent sale circule, les armes circulent, et où même des journalistes sont interdits d'intervenir parce que on leur demande à qui ils vont rendre visite, etc., etc. Il faut savoir si nous sommes en France ou à l'étranger chez nous. Donc la première, c'est très simple. Une fois, je dis bien, une fois que le pouvoir aura été rétabli, mais le pouvoir réel, c'est-à-dire le peuple souverain, avec tout ce que ça implique derrière, je pense à une certaine période de transition obligatoire pour que la France retrouve le visage qu'on essaye d'effacer dans le monde. C'est, dans ces quartiers-là, l'armée, ça va être très dur ce que je vais vous dire, mais l'armée encercle ces quartiers. C'est-à-dire que personne ne rentre,
personne ne sort. Il est évident que ce jour-là, personne ne va au travail. Et les forces de l'ordre, gendarmerie et police, placées sous la direction d'officiers de police judiciaire, interviennent dans ces quartiers et font une perquisition totale de bas en haut, les caves y compris, à la recherche d'armes, de drogue, d'argent sale. Alors il est évident que ces gens-là, compte tenu de la situation actuelle, ces gens-là, ces forces de l'ordre, ces gendarmes, ces policiers, vont être mitraillés. Ils seront d'office placés en état de légitime défense. D'office. Et, comme l'avait promis un certain Nicolas Sarkozy, nous nettoierons les banlieues à la Karcher. Sauf que là, la Karcher, ce sera malheureusement des armes. Oui, ça va être un Karcher un peu... Ah, oui, un peu efficace, malheureusement, oui. Il le pensait comme ça, ou bien simplement il voulait faire un petit peu de ménage au plumeau? Ni l'un ni l'autre, il s'est gargarisé. Pour répondre à cette dame, je le revois encore à la télévision. En fait, c'est un monsieur qui s'autosatisfait. Je n'en dirai pas plus, je pense que beaucoup auront compris. On comprend. Et donc, par rapport, pour revenir à ce plan Calergie, donc j'ai vu que sur certaines vidéos, on commençait tout doucement à parler de plan Petit Demange. Ah, Certes, Petit Demange, il est là. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un plan Petit Demange? Ah, je n'irai pas jusque-là, parce que mettre un nom sur une situation, sur une action, je veux dire, moi je ne cherche pas la gloire, ça c'est très simple. Mais il est vrai que mettre un nom sur quelque chose, ça permet de le situer, ça permet de le rappeler, ça permet de l'enregistrer, c'est sûr. Vous savez, moi je ne suis rien. Je suis simplement passionné par mon pays, je fais quelque chose pour mon pays, contrairement à beaucoup de patriotes qui se gargarisent devant leur clavier et quand on leur pose une question un peu plus délicate, tout à coup on ne les voit plus. Et j'ai répondu. Oui, donc, effectivement. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est dans des situations qui sont tout de même alarmantes, tout ce qui se passe. Oui, c'est la raison pour laquelle on parle de la deuxième action derrière, parce que ce qu'il faut savoir aussi, et que les gens sont conscients bien évidemment, mais j'ai appris avant-hier qu'il y a 81% de la population carcérale à l'heure actuelle qui est, dont cette population est d'origine, on va dire, française, mais pas née en France, ou née en France naturalisée, on appelle ça les Français de sol, qui sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas respecté le droit du pays, soit où ils sont nés, soit le pays d'accueil, mon pays, la France. Ce faisant, là où je ne suis pas du tout d'accord, pourquoi continue-t-on à les héberger, à les nourrir, quand on sait qu'à l'intérieur, je disais, 81% de cette population s'est radicalisée. Elle est d'origine musulmane. Mais là, on parle d'une directive qui, a priori, viendrait du gouvernement, mais certainement de plus haut. Parce que finalement, tous les gouvernements font pareil. Si on va en Angleterre, en Belgique, oui, dans d'autres pays, je serai amené, monsieur, à parler de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. On ne va pas développer ça aujourd'hui parce que c'est vaste. Mais j'ai des informations qui sont alarmantes, mais écrites en majuscules. Voilà. Pour en revenir à cette population carcérale, je ne vois pas pourquoi on les garderait chez nous. De plus, on sait que les gens qui sont prisonniers donc derrière se radicalisent à leur contact. Donc c'est très simple, au même titre qu'il faut nettoyer les quartiers dits de non-droit, eh bien nous nettoyons, nous vidons les prisons de ces gens-là, mais bien évidemment, n'ayant pas respecté le droit français, ils sont renvoyés chez eux, et quand je dis renvoyés chez eux, je parle de ces étrangers ou de ces faits français par la naturalisation ou la naissance sur le sol, voilà, eh bien, moi je parle aussi bien d'un Américain que d'un Belge, que d'un Vietnamien, que de quelqu'un du Maghreb. Je ne focalise pas. Et ceux qui sont radicalisés et qui sont français de souche? Alors ceux-là, français de souche radicalisés, entre guillemets, ils restent chez nous et on s'en occupe. N'avez-vous pas peur que nous assistions à une stigmatisation des musulmans, puisque ce terme est très très à la mode? Oui, c'est vrai qu'on puisse dire. Là, est-ce qu'éventuellement, on ne va pas se retrouver avec toute une série de manifestants musulmans peut-être bien intentionnés ou... Ah, des musulmans bien intentionnés. Je reste intimement persuadé que parmi eux, il y a des gens extraordinaires. Mais je ne les vois pas de notre côté pour dire aux autres, arrêtez de faire les sots. Vous êtes en train de tout gâcher le peu qu'on a acquis.
Donc je suis désolé, ils feront partie du lot, parce que ça va très loin aussi le raisonnement que je tiens. Le plan Petit Demange. Ça fait bien plaisir, tiens, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai, je l'ai lu aussi, hein. Je m'attendais pas à ce qu'on en parle aujourd'hui, mais bon. Le plan Petit Demange, donc, prévoit aussi, c'est amusant, que ces gens-là, quand on les renvoie chez eux, ils ont quand même une part de responsabilité, mais pas toute la responsabilité. Les parents qui les ont éduqués sont aussi responsables au regard du droit français. Donc, c'est très simple. Au même titre qu'en 1976, messieurs Giscard d'Estaing et Chirac ont pondu un décret le 29 avril exactement 1976, qu'on appelle vulgairement le regroupement familial. Moi, je ne me sens pas autorisé à séparer une famille quand elle retourne chez elle. Il est évident que la famille va suivre. Ah ben ça c'est clair, je ne me sens pas du tout le droit de séparer un fils qui a fauté de ses parents, de ses collatéraux, de sa famille et de ses descendants. C'est l'humanité. Donc ils partent avec. Alors, je ne fais pas le parallèle avec ce qui s'est passé en 62, quand le FLN, parlant des pieds noirs là-bas, la valise ou le cercueil. C'est pas du tout ça. Je ne suis pas du tout dans ce registre-là. Simplement, je ne sépare pas la famille. La famille a quand même une responsabilité dans l'attitude des enfants qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas respecté le droit français. Ils rentrent au pays. Et par rapport à tout ce que l'on dit, ce qu'on dénonce un petit peu comme des lanceurs d'alerte, n'avez-vous pas peur? La peur, bien sûr, je sais ce que c'est que la peur. La peur est un sentiment, mais à partir du moment, la plupart du temps, les gens ont peur, ils ont peur de l'inconnu, ou ils ont peur quand on ne peut pas mettre un mot sur une action. Mes actions, elles sont très claires. À partir du moment où on le sait, cela, pourquoi peur? Et la peur n'a jamais évité le danger, mais si on a peur, on s'aplatit, on se met à genoux et on perd. Et moi, je ne suis pas d'accord pour que la France change de visage. La France est la fille aînée de l'Église. La France a montré au monde comment se débarrasser d'une certaine tyrannie royale à l'époque. La France doit redevenir la France, de gré ou de force. Visuellement, socialement, qu'est-ce que ça signifie? À quoi ressemblerait-elle alors la France, la vraie France? Eh bien, la France que les Français aiment, c'est la France des années 60-70. On reviendra pas en arrière. Ah, c'est non. Alors, voilà, nous y voilà. À partir du moment où on parle des années passées, on parle de l'arrière. Mais on va dire que depuis, si je fais référence à cette base-là, 60-70, alors on va rigoler avec les Beatles et les Rolling Stones, avec cette musique qui avait un sens, qui avait une harmonie, par rapport à une certaine musique d'aujourd'hui qui heurte les oreilles de beaucoup. Voilà. Quand on fait référence donc à ces années, là, on dit un retour en arrière. Ah non, 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 moi je parle un retour aux fondamentaux. Bien sûr, nous n'avons pas, parce que je ne suis pas tout seul, nous n'avons pas la puissance de dire attention maintenant, il n'y aura plus de voyous, il n'y aura plus de bandits, il n'y aura plus d'assassinats, il n'y aura plus de vols. L'homme est un loup pour l'homme, ça existera toujours. Mais simplement, le simple fait, et ça je pense qu'on va le développer une autre fois dans une autre interview, l'argent est intervenu dans la vie, là, et l'argent a tout pourri. L'argent a vicié le raisonnement de nos gouvernants, parce qu'ils se sont gavés pour beaucoup. Merci, monsieur Cahuzac. Et puis, il faut rétablir l'ordre. Et l'argent qui a été volé, il faudra le rendre d'une manière ou d'une autre. Et il sera rendu. Ce sera selon le bon vouloir de l'oligarchie. La nouvelle. Celle qui sera mise en place, pas celle actuelle. Maintenant, le terme oligarchie, il faut s'en méfier, parce qu'il est devenu un petit peu péjoratif. On va dire de la nouvelle équipe en place, où évidemment les gens seront triés sur le volet. Et comme il y a une chose quand même qui me fait à la fois plaisir et qui me hérisse, c'est que c'est le début de cette semaine d'ailleurs, les députés ont enfin voté une loi qui permet de contrôler leurs dépenses. Mais ça fait 10 ans que j'en parle moi. J'avais même proposé mes services pour créer une sorte, pas une commission d'enquête, mais une sorte d'équipe qui contrôlait tout ça. Il faut savoir par exemple qu'en Suède, j'ai cette histoire-là que j'ai lue il y a plus d'un an, où un ministre présente une note de frais, le 30 € pour l'achat d'un bouquet de fleurs. Et les gens de l'équipe lui disent, monsieur le ministre, pourquoi un bouquet de fleurs? Eh bien, le ministre a répondu, c'est très simple, j'allais visiter une école, et j'ai pensé qu'il était bon d'offrir un bouquet de fleurs à la directrice de cette école. Monsieur le ministre, nous validons votre achat. Le jour
on arrivera à ça en France, nous aurons gagné. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que la France, dans le monde, a un outil fabuleux. Ce sont les 3 déclarations des droits de l'homme et surtout la déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République qui, elle, je veux dire, on l'applique quasiment, les grands problèmes sont solutionnés, trouvent leur solution. Il suffit plus que de trouver les hommes pour l'appliquer. Ça se trouve. Et j'en fais partie. C'est ce qu'on m'a dit. Je dis par exemple l'article 9 de cette déclaration qui dit « Tout citoyen qui a pris part à l'administration de la France doit à tout moment se tenir prêt à rendre compte de sa fortune passée et présente. » Ça ne souffre pas la discussion. Combien aviez-vous au moment, quel était votre patrimoine au moment où vous avez été élu? Quel est votre patrimoine actuel si vous êtes toujours en fonction? Ou quel a été votre patrimoine le jour où vous avez cessé vos fonctions? Et ils devront répondre. Ce serait normal. Ce serait normal, parce qu'il s'agit tout simplement de notre argent, pas du leur. Or, certaines mauvaises habitudes ont fait que, pour eux, ils pensent que c'est leur argent. Quand je pense à quelqu'un en particulier, que j'en parlerai un jour de cela, qui a osé, en tant que député, utiliser sa réserve parlementaire pour, pour financer la construction d'une mosquée, en temps de guerre, c'est le peloton d'exécution, monsieur. Donc finalement, à tous ces problèmes, quelle solution pourrions-nous trouver pour arriver à un apaisement, à une vie plus normale en France? Alors d'abord, rien ne pourra se faire dans le futur tant que nous n'aurons pas rétabli l'ordre républicain. Quand il y a de l'ordre, le citoyen, avec un C majuscule, se sent en sécurité. Et quand on est en sécurité, je schématise un petit peu, mais les affaires tournent. C'est un grand sujet, mettre de l'ordre. Comment mettons de l'ordre? Je le répète, nous nettoyons les quartiers, nous vidons les prisons parce qu'on va avoir de la place pour les remplacer par ceux qui ont volé la France. Et le troisième, eh bien, on réclame l'argent qui a été volé depuis... J'ai tous les noms, hein. J'ai la liste complète des présidents de la République, députés, sénateurs, hommes politiques et hommes, chefs d'entreprise qui ont été nommés par le gouvernement, qui ont fauté. Alors réclamer l'argent, qui va réclamer et comment? D'abord, pour cela, il faut le pouvoir. Ça va de soi. Le pouvoir ne pourra venir que de 2 choses. La solution pacifique, celle que j'ai préconisée il y a quelques mois, l'application du droit de retrait, de peur de se faire assassiner sur le trajet domicile-travail, sur le lieu de travail, sur le trajet retour, travail-domicile. Il y a une loi qui est là-dessus, qui est du Code du travail, c'est l'article L4131-1 et 3, qui est très précis en ce domaine. Nous l'avons proposé, et c'est vrai que les Français ont peur de perdre leur emploi. Or, il faut savoir que cet article-là, pour une fois qu'une loi protège le citoyen, les citoyens n'y croient pas. C'est un petit peu dommage. Donc on avait pensé à cela pour la solution pacifique, parce qu'on savait qu'au bout de 2 ou 3 mois maximum, l'économie étant gravement endommagée du fait de... Enfin, la France compte quand même environ 16 millions de personnes du privé, qui travaillent dans le privé. Ne serait-ce qu'un dixième qui aurait appliqué ce droit-là, mais c'était gagné, parce que le gouvernement aurait été harcelé par le fameux patron des patrons, là, qui vient de s'offrir un château de 11 millions dans le Luberon, et qui réclame à ce que certaines personnes travaillent bénévolement pour sauver les entreprises. Voilà. Le gouvernement n'aurait pas pu répondre à cela parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aller travailler si lui-même protégé par la loi ne veut pas y aller. Ça c'est évident. Voilà. Donc, pardon. Ce droit de retrait qui existe n'étant pas appliqué, c'est un petit peu dommage. Il faut le dire les choses, il faut le dire en face. Hein. Reste encore l'armée. Reste encore l'intervention armée. Et là, je dois dire quand même qu'il y a la France à l'heure actuelle a un boulevard devant elle. La France, une certaine France. Depuis le 1er janvier, la France n'est plus une constitution, n'est plus une république constitutionnelle. Donc la Constitution, c'est un sujet qu'on va aborder, je pense, sur la prochaine vidéo, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais très peu ont compris encore l'impact, l'époque dans laquelle on vit depuis le 1er janvier. Il suffit tout simplement de savoir lire, un petit peu comprendre,
admettre, mais on a un boulevard devant nous. Eh bien, affaire à suivre alors. Serge Petit-Demange, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci, au revoir.